central de ce soir au cœur de cette émission de l'International. J'ai failli dire le point sur l'actualité. Nous parlons, messieurs, bien sûr, des visites. Les toutes premières du JAR du général Abdourahmane Tiani à l'extérieur. Après, bien sûr, le Mali, il s'est également rendu du côté du Burkina Faso cette semaine, rencontré son homologue burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, au cœur justement de ces déplacements. Les ambitions déclinées, bien sûr, de l'Alliance des États du Sahel, la charte du Niptako Gourma paraphée le 16 septembre, dont l'objectif reste ici de faire de la zone du Sahel, non pas une zone d'insécurité, mais une zone de prospérité. Pour le général Abdourahmane Tiani, les peuples du Sahel ont pris conscience qu'ils sont désormais sur la terre promise. Que faut-il retenir de cette visite du général Abdourahmane Tiani? Tout d'abord, nous plantons le décor avec cet extrait que nous avons sélectionné pour vous. Il s'agit de la réaction à chaud du général Abdourahmane Tiani, président du Niger, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, par ailleurs président de la transition. De notre présence au Mali sont multiples, mais je citerai entre autres. D'abord, c'est pour adresser nos remerciements à son Excellence le Président de la Transition et au vaillant peuple malien, suivi de nos félicitations pour avoir fait de la devise du Mali une réalité. Un peuple, un but, une foi. Vous comprendrez de quoi je parle. C'est une occasion pour commencer la pacification du Sahel de façon générale. Je disais tout à l'heure remerciements parce que nous nous rappelons que le Mali avait déjà le 31 juillet, à travers une déclaration, marqué son désaccord face à toute agression contre la République sœur du Niger. Pour cela, nous ne pouvons que être reconnaissants et signifier de vive voix nos remerciements au président de la transition, son Excellence Assimi Goïta, et au vaillant peuple malien qui a fait preuve de résilience. Je disais également que nous sommes, comme vous le savez, dans une zone commune qui a été consacrée le 16 septembre 2023, c'est-à-dire l'Alliance des États du Sahel. À travers cette alliance, les peuples du Sahel, notamment du Mali, du Burkina et du Niger, affirment qu'ils ont pris conscience d'être sur la terre promise et que rien ne les détournera de leur objectif, celui de faire de cette zone du Sahel non pas une zone d'insécurité, mais une zone de prospérité. Et cet objectif, nous l'atteindrons, Inch'Allah, avec le concours du peuple à travers la direction éclairée de certains dirigeants, dont notamment mon frère et ami Assimi Goïta. Nous sommes ici pour dire que nous saisissons la portée historique de l'acte que nous avons posé le 16 septembre 2023 et que, avec l'accompagnement des peuples du Burkina, du Mali et du Niger, nous ne faillirons pas. Nous ne reculerons devant aucune menace pour que le peuple qui a placé sa confiance en nous portant le soutien dont nous avons besoin, je disais,
pour que nous fassions de ce rêve que ce peuple caressait et caresse soit une réalité absolue. Voilà, pour faire justement de ce rêve caressé aujourd'hui par les peuples du Sahel une réalité. Habiba, pour vous qui êtes sur place au Niger, alors comment ce premier déplacement du général Abdourahmane Tiani est perçu de près justement par vos concitoyens? Oh, vous savez, depuis le 26 juillet et les événements qui se sont déroulés, le peuple nigérien était dans une dynamique de révolution. En copiant ou en se mettant au diapason des peuples du Burkina et du Mali qui avaient déjà été précurseurs dans ce mouvement souverainiste. Puis, si on regarde de près, tous les peuples du Sahel étaient alignés. Il manquait un leadership pour pouvoir accentuer ou amplifier cet alignement-là vers cet idéal souverainiste. Le Mali et le Burkina avaient eu leur leader qui pouvait assumer ce leadership-là. Le 26 juillet, le peuple nigérien qui a tant souffert du régime de Bazoum Mohamed et de Issoufou a fini par se voir aussi mettre en lumière ce leader-là qui se trouve être le chef de l'État actuel, le général Abdourahmane Tiani. À la suite de cela, on a observé automatiquement le 31 juillet un communiqué historique du Mali, du Burkina et dans une moindre mesure de la Guinée qui se mettait en posture de soutien pour le peuple nigérien qui était en proie à un projet funeste d'agression militaire par ses autres pays frères de la CEDEAO. Chose qui a émoussé complètement les ardeurs de ces va-t-en-guerre-là. Ensuite, le 16 septembre, on a tous observé la signature inédite d'une alliance qui regroupe des pays africains proches d'abord par la géographie, mais également par les populations qui sont pratiquement les mêmes de part et d'autre des frontières. Une alliance, je disais, l'alliance notamment des États du Sahel, du Liptako Gourma, qui s'est vu naître le même jour. Et de façon chronologique, les trois chefs de l'État ont signé le document le même jour avec une délégation ministérielle conduite par le ministre Diop des Affaires étrangères du Mali. Mais tout ce processus-là s'est vu mettre en œuvre sans que le dernier venu de ces leaders révolutionnaires-là, notamment le général Abdourahmane Tiani, ne puisse de façon vraiment chaleureuse rencontrer et remercier ces deux compères, j'allais dire, ou ces deux frères d'armes du Sahel, notamment le capitaine Traoré et le colonel Assimi Goïta. C'est ce qui a été fait avant-hier avec ce déplacement d'une journée d'abord à Bamako pour exprimer le remerciement du peuple nigérien vis-à-vis du soutien qu'il a eu à avoir du peuple malien, mais également des autorités maliennes. Et profiter pour féliciter vraiment de façon personnelle, mais également au nom du peuple nigérien, de la libération enfin de Kidal par les forces armées maliennes après tant d'années de souffrance et de chantage vis-à-vis de cette situation qui est en réalité l'un des points les plus sensibles de cette crise qui traverse le Sahel depuis une décennie. À la suite de cela, il a fait le même exercice avec le capitaine Traoré. Et cet exercice-là, il devait le faire dans ce timing-là et dans ce tempo, parce que juste après la mise en œuvre effective de l'Alliance sur le domaine économique, sur le domaine du développement, devait être amorcé avec les différentes rencontres des ministres, chacun dans son domaine précis, notamment les ministres des Finances et de l'économie des trois pays qui se sont réunis entre hier et aujourd'hui à Bamako pour poser les jalons d'un développement économique, social des trois pays. On peut retenir déjà leur volonté de
de mettre en synergie les capacités de ces trois pays pour réaliser une indépendance énergétique, notamment avec un projet dans le domaine du nucléaire civil. Mais également, ils ont décidé de mettre en place un comité d'experts pour travailler sur la possibilité d'une intégration économique et financière. Et enfin, ils ont décidé ensemble de la diversification des partenaires sincères qui vont aider nos trois pays, notamment l'Alliance du Sahel, pour réaliser cette volonté de souveraineté économique, politique et militaire. Dans les semaines à venir, les ministres du commerce, ceux de la défense, chacun se réuniront dans le même exercice pour mettre en place ces mécanismes-là qui vont nous permettre d'exploiter de façon très rationnelle et de façon profonde toutes les avantages économiques et sociaux dont dispose cette région. On fait tantôt fixation sur le pétrole, sur l'or, sur l'uranium, mais ce qu'il faut dire, c'est que cette région du Sahel, notamment du Liptako-Gourma, est aussi l'une des régions les plus arables du monde, avec plus de 60 millions d'hectares irrigables comme potentiel. Notamment au Niger, nous avons ce potentiel de plus de 15 millions d'hectares qui, pour un pays ou pour une région complètement jeune, avec plus de 70% de la jeunesse qui a un âge de moins de 20 ans, c'est un potentiel énorme à exploiter. Le Sahara du Niger est aussi l'une des plus grandes réserves d'eau douce, quand on sait que la prochaine guerre mondiale va se tourner autour du besoin d'approvisionnement en eau et l'une des régions les plus ensoleillées grâce auquel aujourd'hui le Niger est en train d'œuvrer pour sortir de cette tension, notamment pour la fourniture électrique, avec la mise en place et surtout la mise en opération d'une centrale photovoltaïque de 30 mégas qui nous permet aujourd'hui, notamment à Niamey, de souffrir de plus en plus moins de cette rupture de la ligne électrique que nous avions avec le Nigeria, qui dans les années 60-70 avait été mis en œuvre dans un projet commun qui justement devait permettre l'exploitation de l'une des ressources minières, notamment le fer, au niveau de la région de Saï, et la mise en place d'un gros fourneau pour l'exploitation et la production du métal. Ce projet n'a jamais eu lieu, mais néanmoins, le barrage de Kandji au Nigeria, qui nous fournissait de l'électricité, était construit dans cet état d'esprit. Aujourd'hui, c'est ce moyen qu'a trouvé la CEDEAO et la France de vouloir mettre la pression sur le peuple nigérien. Le peuple nigérien et ses autorités résistent depuis 4 mois et déjà des mesures d'atténuation sont en train de voir le jour pour le plus grand bonheur du peuple et de la région. Donc voilà un peu vraiment pour ce premier jet, ce que je peux dire de la nécessité et surtout de l'importance de ce déplacement de Bamako et de Ouaga par le chef de l'État, le général Abdrahmane Tiani. Merci à vous, Habib. Je pense que tout au long de cette émission, nous aurons l'occasion de revenir sur la rencontre ministérielle des pays membres de l'Alliance des États du Sahel, avec notamment ce communiqué final rendu public il y a quelques minutes seulement sur le développement économique dans l'espace du Liptako-Gourma. Sylvain de Bogou, que vous inspire justement cette première tournée qualifiée d'historique par bon nombre d'observateurs du général Abdourahmane Tiani, car depuis son arrivée le 26 juillet dernier, il n'avait pas eu justement l'occasion de s'entretenir, peut-être personnellement, hors du territoire nigérien avec ses homologues maliens et burkinabés, mais désormais c'est chose faite. Mais surtout, on inscrit ce déplacement dans le cadre de l'opérationnalisation de la charte du Liptako-Gourma paraphée le 16 septembre dernier par les 3 chefs d'État. Oui, c'est un déplacement à saluer et nous disons que c'est vraiment naturel que le général Tiani aille vers ses frères qui l'ont précédé dans cette révolution qui conduit à la liberté, à l'indépendance. Et ce déplacement aussi, on parle également d'une centrale nucléaire au Mali, on parle d'un satellite à mettre en place au Mali quelque part. Et donc nous voyons que
ces chefs d'État qui ont pris le pouvoir et qui ont le soutien vraiment de leur population ne sont pas dans le faux. L'Afrique est en marche. Comme le disait Zola, la vérité est en marche et rien ne l'arrêtera. Donc l'Afrique est en marche et rien ne pourra arrêter cette marche-là vers notre liberté globale. Et je dis que son déplacement, c'est aussi l'espoir de toute l'Afrique. Parce que autour de ces 3 pays qui vraiment se sont bien dessinés, bien décidés, je souhaite que le pays, la Centrafrique, vienne et que également la Guinée se décide définitivement pour que vraiment on nous conduise vers un effet de boomerang pour que l'Afrique ait ce noyau fort qui pourra attirer d'autres pays dans un futur très très proche. Parce que ceux qui sont aujourd'hui en train de tirer les ficelles contre ces pays-là, je pense qu'ils sont en train de regretter quelque part déjà. Parce qu'avec ces mois qui passent, avec ces années qui passent déjà, ces pays résistent à toutes les pressions et c'est dans cette douleur que ces pays vont creuser. Et les ressortissants de ces pays vont creuser. Les panafricains vont creuser en eux-mêmes pour faire des propositions aux dirigeants de ces pays pour que des solutions définitives, des solutions africaines aux problèmes africains soient trouvées. Parce que si nous ne faisons pas cela, si nous sommes toujours dans la situation de la main tendue, je pense que le monde, nous allons toujours crier au loup, sans trouver la solution pour arrêter ce loup-là. Alors le déplacement du général est vraiment à saluer avec tous les projets qui l'accompagnent, avec toutes les rencontres ministérielles qui accompagnent également ce projet, son déplacement du moins. Nous disons que c'était vraiment inévitable et très très nécessaire pour dire que le rapprochement, l'unité entre ces chefs d'État, elle n'est pas une unité, je dirais, imaginaire, elle est réelle, elle est réaliste et ils sont en train de travailler dans un camp que l'Afrique, aucun pays africain n'a jamais connu sous la colonisation ou bien sous les supposées indépendances. Vous voyez que depuis quelques mois seulement, ces pays sont en train de trouver des solutions à leurs problèmes locaux. Et là, je peux vous garantir que d'ici 5 ans, cette Afrique-là, ceux qui tiraient les ficelles, comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria, qui tiraient les ficelles contre leurs propres frères, vont regretter d'avoir posé ces actes et ces pays-là seront déjà en bonne position et vont servir d'école où toute l'Afrique pourra aller apprendre pour se libérer véritablement. Merci à vous, Monsieur de Bogou. Docteur Sango, vous l'avez suivi, le général Abdourahmane Tiani, il semble optimiste. D'ailleurs, pas qu'il semble, il est optimiste. Il est surtout déterminé. Il dit que nous sommes là dans le cadre justement de la charte de Lutako Gourma paraphée au mois de septembre dernier en vue justement de son opéralisation. Mais surtout, ils veulent faire de cette région du Sahel une zone non pas d'insécurité mais de prospérité. Que faut-il comprendre par là, Docteur Sango? Oui, je pense que c'est une visite bilatérale qui augure les lendemains meilleurs de l'Alliance du Sahel. Oui. C'est une visite qui intervient à un moment atypique de l'histoire de cette sous-région, parce que lorsque vous voyez aujourd'hui Tiani, ce dernier a voulu rester beaucoup plus en phase avec le parallélisme de forme. Parce que vous savez que lorsque Assimi Goïta Assimi Goïta et Traoré ont pris le pouvoir, leur première sortie au niveau international n'était pas en France, n'était pas en Europe, encore moins aux États-Unis. Et leur première sortie était en Afrique et fondamentalement chez l'un comme chez l'autre. Et Assimi Goïta est allé au Burkina Faso comme Traoré est venu au Mali. Donc aujourd'hui, il était question donc que comme le Niger a rejoint cette dynamique-là, que la première sortie du président nigérien Tiani, n'est-ce pas ici, obéisse à cette modalité de forme-là. Deuxième chose, maintenant, il faut également convoquer l'enjeu, n'est-ce pas, de l'opérationnalisation de l'AES. Parce que ces États-là
ont décidé de travailler ensemble à travers une alliance qu'on a appelée l'AES. Si le traité a été officialisé, aujourd'hui, il est question de penser les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette alliance sur le plan concret. Parce que lorsqu'on parle de l'alliance, il faudrait qu'il y ait des organes de travail, il faudrait qu'il y ait des outils de travail sur le terrain. Et à mon avis, je pense que cette visite-là intervient dans cette logique-là où les chefs d'État de cette sous-région-là doivent ensemble penser comment, n'est-ce pas, ficeler les modalités d'opérationnalisation de l'AES. Ça, c'est de un. De deux, il faut également savoir que Assimi Goïta avait déjà officialisé un calendrier électoral qui a été repoussé à une date, n'est-ce pas, ici, ultérieure. Au Burkina Faso également, l'heure n'est pas à l'organisation des élections. D'accord? Et or, le Niger a officialisé dernièrement un calendrier électoral. Je pense que c'est de 2 ans, quelque chose comme ça là. La période n'a pas encore été clairement précisée du côté du Niger, Dr Sango, même si quand on regarde la structuration, on se dit, ouais, comme vous l'avez d'ailleurs relevé, peut-être la priorité n'est pas aujourd'hui absolument. Donc, je pense que aujourd'hui sera question pour Tiani de comprendre que l'enjeu n'est pas l'élection. D'accord? Que l'urgence n'est pas les élections. L'urgence est d'abord à la sécurisation de leur territoire avant de penser à d'autres choses. Donc moi je pense que c'est une visite qui intervient dans une logique, n'est-ce pas ici, de coordination des actions pour que l'un des trois ne pose pas des actions qui seraient, n'est-ce pas ici, en déphasage avec les autres. Donc les trois veulent se rassurer que chaque action qui sera prise devrait, n'est-ce pas ici, se faire conformément à la politique de ces trois pays-là. Donc c'est une visite de travail, mais aussi d'amitié, qui intervient à un moment où cette sous-région-là, n'est-ce pas, subit une pression de la part des pays occidentaux qui veulent à tout prix que les organisations soient organisées, et que les élections soient organisées, qu'il y ait le retour à l'ordre constitutionnel. Or, lorsqu'on fait le brainstorming des enjeux sécuritaires de cette localité-là, on se rend bel et bien compte que l'enjeu n'est pas électoral, l'enjeu est beaucoup plus sécuritaire. Et bien plus, vous avez compris comment Tiani a dit que ces trois États-là se rendent aujourd'hui compte qu'ils sont assis dans une mine d'or. C'est-à-dire, il a utilisé une formule là. Oui, il parle de terre promise. De terre promise. Les peuples du Sahel ont pris conscience qu'ils sont sur la terre promise. Sur la terre promise. C'est une affirmation qui, du point de vue symbolique, dit beaucoup de choses. Parce que lorsque vous êtes assis sur une terre promise, vous êtes en danger si vous ne faites rien. Vous êtes en danger si vous ne faites rien parce que les autres seront de temps en temps, n'est-ce pas ici, poussés à venir prendre ce que vous semblez ne pas considérer comme richesse, comme terre promise. Et c'est exactement ce qui caractérise le continent africain aujourd'hui. Lorsque vous voyez comment les Africains se comportent, lorsque vous voyez comment les chefs d'État se comportent sur le plan international, on a l'impression que ces chefs d'État-là pensent que le paradis est ailleurs. On a l'impression que ces chefs d'État-là pensent que l'Afrique n'a rien pour se développer. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, Tiani, à travers cette affirmation, montre que l'Afrique doit prendre conscience que son développement partira de l'Afrique, que tous les ingrédients qui nécessitent le développement sont présents en Afrique et qu'il faudrait donc poser des actions importantes pour contrecarrer, n'est-ce pas, l'appétit des puissances occidentales qui, de temps en temps, posent des actions pour venir exploiter ces mines d'or-là. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une sorte de prise de conscience que ces trois pays-là sont en train de prendre aujourd'hui et laquelle prise de conscience va les pousser à poser des actions de conservation sécuritaire qui pourront, n'est-ce pas, ici, contrecarrer les velléités de déstabilisation des puissances occidentales. Donc moi je pense que c'est un exemple à suivre que les autres pays africains devraient, n'est-ce pas ici, emboîter le pas,
Parce que lorsque vous voyez l'alliance du Liptako Gouma, Oui. c'est une alliance qui reste ouverte. C'est une alliance qui n'est pas bâclée seulement à ces trois pays-là. Donc, lorsque vous lisez très bien cette alliance, vous comprenez que cette alliance-là a laissé des ouvertures à tous les pays africains de l'intégrer. Donc, on n'a pas besoin ici de l'élément géographique. Un pays de l'Afrique centrale, en fonction de ses intérêts, de la vision que partage cette alliance du Liptako Gouma, peut facilement intégrer cette alliance-là et travailler pour que l'intérêt du continent soit sauvegardé. Parce qu'à terme, ces trois pays-là sont engagés dans la réalisation de la fédération. Oui. La fédération qui est en quelque sorte une étape pour le problème de l'unité du continent africain. Parce que lorsque vous voyez aujourd'hui le continent africain, et de plus en plus on parle de la réalisation de l'unité du continent africain, cette unité de l'Union africaine ne pourra pas se faire ex nihilo, ne pourra pas, n'est-ce pas ici, tomber du ciel pour la terre. C'est quelque chose qui devra se construire à partir d'un certain nombre de dynamiques sous-régionales où certains États pourront, n'est-ce pas ici, mettre ensemble un certain nombre d'éléments de souveraineté pour que à terme cette fédération-là ou cette confédération-là aboutisse à ce qu'on appelle la réalisation des États des États de l'Afrique. Parce que c'est la seule solution à long terme qui permettra à l'Afrique de se mettre à l'abri des velléités de déstabilisation du continent africain. Donc pour ma part, en tant qu'analyste, je pense que Tiani, Goïta et Traoré sont dans une trajectoire africaine aujourd'hui et qui est en train de sortir l'Afrique de ce processus de déstabilisation et d'exploitation que les puissances occidentales ont planifié depuis 1885, congrès de Berlin, où l'Afrique avait été pensée par eux comme étant cette zone et qui devrait tout simplement rester dans le chaos, dans le sous-développement pour que leur industrie et leur pays restent dans la prospérité. Donc, il faut faire une sorte de cassure et ces trois pays-là ont compris cette formule, sont déjà en train d'implémenter cette formule-là. Il faut, n'est-ce pas ici, implémenter ce que je propose dans mes travaux, la dialectique du déconstructivisme-constructivisme, ne plus se laisser, n'est-ce pas ici, manipuler par des systèmes qui ont été bâtis par ces pays occidentaux. Il faudrait maintenant que l'Afrique innove, invente ses propres théories, n'est-ce pas, de fonctionnement et d'opération. Donc, on n'est plus obligé de faire les démocraties ou les élections comme les pays occidentaux. Par exemple, nous ne sommes plus obligés aujourd'hui de faire l'économie comme les pays occidentaux. L'Afrique peut penser ses propres mécanismes de développement. Et c'est en cela que la conférence, le colloque international de Quimper intervient à point nommé, où nous avons, n'est-ce pas ici, pour ambition de montrer que l'Afrique ne doit plus utiliser les méthodes qui ont été imposées par la colonisation pour se développer. Parce que ces méthodes-là, en réalité, étaient des poisons, étaient des outils qui ont été pensés par ces dernières-là pour empêcher les pays africains de se développer. Donc aujourd'hui, nous devons originaliser nos mécanismes de développement. Nous devons endogénéiser notre façon de voir la vie. Nous devons revenir sur nos traditions parce que ce n'est que comme cela que nous pourrons, n'est-ce pas ici, décoller économiquement et politiquement. Merci. Donc, à vous. Moi, je pense que Tiani a tout simplement formalisé ce que ses prédécesseurs avaient déjà fait, parce qu'il est le dernier à avoir fait ce coup de révolution. Il veut tout simplement s'inscrire dans la dynamique de ses prédécesseurs. Voilà. Et il vous parlait justement du colonel Assimi Goïta du Mali ou encore du capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Patient parfait d'homme. Pour lui, aucun obstacle ne peut stopper les dynamiques qui sont aujourd'hui impulsées, aussi bien du côté du Niger que du côté du Burkina Faso ou encore du côté du Mali. Mais on revient sur cette phrase sortie. Il dit « Les peuples du Sahel ont pris conscience aujourd'hui qu'ils sont sur une terre promise ». Que veut-il dire par là, le général de brigade Abdourahmane Tiani? D'abord, quand les gens faisaient des analyses
en essayant d'étudier l'Afrique sur le plan géographique. Oui. Il était convenu et pratiquement accepté, c'était comme des lieux communs, que la zone du Sahel était une zone très pauvre. Avec le désert. Avec le désert, avait un taux d'ensoleillement qui est très très important. Donc les populations qui vivaient ne pouvaient que se limiter à des activités agro-pastorales pour survivre. Bon. Mais, et c'est ce que l'impérialisme occidental et la France nous a colonisé, a continué à entretenir comme réalité, oui, dans notre subconscient même. On savait que quand quelqu'un vient de la zone sahélienne, il est forcément pauvre, oui, il n'a rien, c'est quelqu'un qui lutte au quotidien pour survivre, parce qu'en réalité, la nature ne l'a pas assez gâté. Bon. Et tout simplement parce que ces gens-là, contrairement aux éléments de langage qu'ils utilisaient pour essayer de lobotomiser nos cerveaux, oui, ils se sont organisés pour faire de ces régions des zones de réserve, pour mieux continuer leur exploitation et leur compétition sur le plan international. Ce qui fait que quand aujourd'hui, Tchiani nous dit que nous sommes sur une terre promise, d'aucuns le considèrent comme quelqu'un peut-être qui se serait perdu, alors que c'est bel et bien la réalité passée en parfum d'homme. Oui, quand on a été lobotomisé pratiquement. Oui. Quand il parle de terre promise, ne prenez pas ça sur ce n'est pas une vision messianique ou biblique de la terre promise. La terre promise pour dire que nous sommes dans un espace qui est immensément riche. Et que nous ne pouvons pas, j'avais l'habitude de prendre cette image, nous sommes comme des enfants dont les poches sont bourrées de diamants, mais qui sont affamés. La zone sahélienne est d'une richesse incroyable. Tout ce que l'homme a besoin pour vivre mieux sur cette terre, vous la trouvez sur la zone sahélienne. Tout à l'heure, notre ami Habib a commencé par les terres arabes. Mais il n'y a pas que ça. Le sous-sol du Sahel, c'est un scandale géologique. En fait, toute l'Afrique est riche. Mais là, précisément, parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'efforts à faire pour aller trouver ces richesses là-bas, c'est un scandale géologique. Mieux encore, ce qui est comme l'identité de cette région, c'est-à-dire la raréfaction de l'eau. L'eau est rare, en dehors de quelques oisies, autant pour moi. Il a démontré que le sous-sol de ce Sahel-là et de ce Sahara, c'est une mer d'eau douce. Une mer d'eau douce. Or, l'un des éléments qui font de conflit que vous voyez là-bas actuellement entre Israël et la Palestine, c'est la question de contrôle de l'eau. D'ailleurs, Israël, de manière perfide, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont confisqué et détourné une partie de l'eau de la Palestine qui leur remettent aujourd'hui en compte-gouttes. C'est ça qui fait vraiment le caractère, j'allais dire, vraiment violent, n'est-ce pas, barbare de cette relation. Donc il y a de l'eau douce, c'est une mer d'eau douce. Il n'y a pas que ça. Il y a de l'or. C'est vous qui avez donné l'information, c'est que il pose la première, a déjà fait la première pierre d'une industrie de transformation, n'est-ce pas, de raffinage de son or. Et tout le monde dit aujourd'hui qu'avec la dédollarisation du monde, on va revenir à des talons or. Donc toutes les monnaies du monde devront être adossées aujourd'hui sur quoi? Sur l'or. Bon. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a le lithium. Il y a du pétrole. Attention, le pétrole. Le pétrole qui continue à être, n'est-ce pas, le carburant majeur qui font tourner tous les industries du monde aujourd'hui. Il y a du pétrole, il y a du gaz. Donc, je ne suis pas exhaustif pour ne pas prendre toute l'émission à égrener des richesses dont possède cet espace-là. Donc, quand il dit nous sommes sur une terre bénie, parce qu'il a pris conscience qu'en fait, les cartes minières sont en leur possession. Nous avons ça, nous avons ça, nous avons ça, nous avons ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Il n'y a pas que l'uranium, parce que c'est l'uranium qui était un peu... mais qu'est-ce qu'on fait? Oui, on signe des accords avec de nouveaux partenaires qui vont nous permettre de mieux exploiter nos richesses, pas seulement en les faisant partie de manière brute, comme la France coloniale le faisait, mais de nous aider à les transformer localement et de les vendre nous-mêmes sur le marché international. L'Afrique peut le faire. Et là, je suis d'accord avec Dr Sango. Commençons par les petites organisations sous-régionales. Je le dis depuis. L'unité africaine va passer par là. On commence par d'abord des organisations sous-régionales. Qu'est-ce qui empêche à l'Afrique centrale de faire une fédération des États-Unis d'Afrique centrale? Quoi? Qu'est-ce qui leur empêche? Nous avons le Tchad,
Nous avons le Cameroun, nous avons le Congo, nous avons la République centrafricaine, nous avons la Guinée équatoriale, vous avez le Gabon. Imaginez seulement ces pays que j'ai cités là, dans une entité politique forte. Dans une fédération. Dans une fédération. Mais mon cher ami, vous déplacez les montagnes. Hein? C'est Yabou Timba qui a donné les chiffres ici. Moi, j'ai horreur des chiffres parce qu'on nous a dit que l'Afrique ne comptait que 1% dans le commerce mondial. Depuis ce jour-là, je ne crois plus beaucoup sur de ces chiffres. Je ne crois plus beaucoup. C'est la manipulation, c'est des petits brigands, des bandits. Donc je dis que ces gens-là, le général Tchani a bien compris, mais surtout le général Tchani, aussi, a aussi pour but de dire merci. Il y a quelque chose qui manque beaucoup en Afrique, qui manque beaucoup même dans nos familles, même dans nos comportements, nous en tant que Noirs, parce que justement, l'un des points forts de la colonisation, c'était de nous séparer. Ce qu'on appelle les oppositions africaines. Il ne faut jamais donner la possibilité aux Africains de comprendre qu'il est important pour eux d'être solidaires. Mais là, quand la CEDEAO et Paris, et leurs mentors Paris ont décidé, n'est-ce pas, d'appliquer des sanctions et de déclencher une guerre pour détruire le Niger, nous avons vu une solidarité agissante. Elle n'était pas au bout de lèvres. Agissante. On a vu les troupes burkinabées déjà prendre la route pour aller, n'est-ce pas, au champ de bataille au Niger. On a vu le Mali prendre la décision en disant, si quelqu'un attaque le Niger, que cette entité sache qu'elle sera rentrée en guerre contre le Mali. Voilà ce que nous demandons. Et ce message de gratitude a été effectivement exprimé par le général Abdourahmane Tchani. Mais voilà, remerciement pour dire, mes frères, au-delà des mots, au-delà du verbiage, j'ai senti votre chaleur, votre détermination d'être à nos côtés dans les moments les plus difficiles. C'est par là que part cette solidarité. Maintenant, évidemment, je ne vais pas revenir sur toutes les belles choses qui ont été dites sur ce plateau. La charte d'Iptako Gouma a été signée. L'Alliance des pays des États du Sahel a été signée. Sur le plan sécuritaire, c'est bien. Mais maintenant, il faut mettre rapidement les organes en mouvement, en marche, pour qu'ils commencent à travailler, que les intellectuels commencent à réfléchir, que sur le plan financier. Justement, la monnaie, il faut rapidement que cette architecture se mette en place, que les gens commencent à travailler pour justement donner corps, réellement, et vie à cet accord du Tapco Gourma. Juste pour vos lanceurs, justement, les travaux ont commencé de ce côté avec notamment ce nom ministériel, c'est avec Habib. Vous avez un tout petit peu quelques résolutions, recommandations fortes prises justement à l'issue de cette réunion ministérielle qui a réuni les ministres maliens, nigériens ou encore burkinabés, et parmi justement quelques résolutions qu'on peut tirer de ce communiqué final qui a été rendu public. De la mise en place de l'architecture juridico-institutionnelle et des mécanismes de financement des instances de l'AES. Il y a bien sûr la casserie dans l'espace aérien, ferroviaire et fluvial. Dans les États de l'AES, la création d'une compagnie aérienne commune aux États de l'AES. Là, c'est une résolution, du moins recommandation forte quand même. Le développement des aménagements hydro-agricoles d'intérêt commun dans l'AES pour booster la production agricole. On parle bien sûr des bassins agricoles, notamment ceux du fleuve Sourou, plaine de l'Office Niger ou encore du bassin du lac Tchad et ainsi de suite. La construction et le renforcement des projets d'infrastructure. On parle des barrages, des pistes, entre autres rurales, des routes, des périmètres pastoraux, parcs de vaccination des animaux, ainsi de suite. La mise en place d'un dispositif de sécurité alimentaire commun aux 3 États de l'AES à travers notamment des organes dédiés, entre autres. On parle de la réalisation d'infrastructures adaptées pour le développement du cheptel et de la mise en place d'abattoirs modernes pour l'exploitation de la viande et des produits dérivés de l'espace AES, le développement des stocks de sécurité pour améliorer les capacités de stockage en hydrocarbures, la mise en place d'un fonds pour le financement de la recherche et des projets d'investissement énergétique et en matière de substances énergétiques, notamment à partir de l'exploitation des ressources
l'élaboration d'une stratégie à l'issue justement de ce compte ministériel. Mais là, déjà, Habib Boubacar Touré, on plante le décor. On pourra peut-être revenir en détail sur certaines résolutions fortes prises, entre autres, la création d'une compagnie aérienne commune aux de les projets, entre autres, énergétiques qui sont également pris en considération. Ceci revient à ce que vous disiez, Habib, au départ. Est-ce que vous relevez en permanence sur les antennes de For You Media Africa, la charte de l'Iptako Gourma va au-delà du simple aspect sécuritaire? Effectivement, ça va au-delà du simple aspect sécuritaire. Je pense que le doyen a déjà planté le décor sur le potentiel minier, gazier et même hydraulique de toute cette région. Mais essentiellement, dans ce communiqué final, je pense que c'est les 4 derniers points de ce communiqué suffisent vraiment à démontrer la dynamique qui veut être engagée pour le développement de cette zone et de façon, comment je vais dire, unique, ensemble. Et je m'en vais vous donner les 4 points. La mise en place notamment d'un comité d'experts pour approfondir les réflexions sur les questions de l'union économique et monétaire. Au finish, ce comité d'experts devra quand même nous fournir une piste pour sortir de cette dépendance du franc CFA, qui est une volonté exprimée par tous les peuples du Sahel, qui savent que tout le potentiel dont nous disposons, nous ne saurons l'exploiter à bon escient aussi longtemps que nous serons attachés par ce mécanisme financier de quelqu'un qui, juste parce qu'il a une imprimerie quelque part, veut nous imprimer du papier, nous amener et s'accaparer des 50% de nos devises, de nos réserves de devises. Le deuxième point, c'est la promotion de la diversification des partenaires. Enfin, tous les 3 pays décident vraiment d'adopter cela. Vous savez que le Mali et le Burkina l'ont déjà démontré à travers l'élargissement de cette possibilité qui a permis le rapprochement de ces 2 États avec la Russie et rendre cette coopération de façon très opérationnelle et permettre à ces 2 États d'avoir ce soutien au niveau militaire dont ils avaient besoin, notamment pour se réarmer et donner les moyens efficients aux différentes forces pour pouvoir mener le combat contre le terrorisme et la lutte contre les groupes armés imposés à nous par la France et ses complices. Et le dernier point, c'est la mise en place d'un comité technique de suivi. Pour une fois, on a mis en place une organisation qui est en train de travailler à produire des mécanismes d'opérationnalisation de cette organisation et à côté de cela, il faut quand même un minimum de suivi pour que ça ne soit pas comme ce qu'on a observé depuis les indépendances, où nous nous réunissons, nous pondons les meilleurs textes possibles et après il n'y a plus personne pour pouvoir suivre cela. En vue de tout cela, les peuples d'Israël sont rassurés sur le fait que ceux qui ont la destinée de nos 3 États aujourd'hui, qui sont appelés à être une fédération ou une confédération, de toutes les façons, dans la tête des peuples, cette confédération ou cette fédération est déjà en œuvre. Maintenant, c'est au niveau politique, économique et militaire que les différents experts de ces différents domaines-là vont continuer à se rencontrer, à mettre en place les mécanismes pierre après pierre pour qu'au finish, nous puissions assister vraiment à ce développement, à cette prospérité que tant attendue par les peuples qui sera diffusée vraiment de façon très optimale sur tout l'espace sahélien. Donc c'est cela le sens qu'il faut donner à ces différentes rencontres et notamment à ce premier communiqué il fallait quand même commencer par là-bas. Quand on sait que depuis que l'AES a été mis en place, les gens se sont focalisés sur uniquement l'article 6 qui prévoyait une mutualisation des outils de défense pour faire face aux différentes menaces de la région, notamment l'intervention militaire programmée par la France sous le couvert de la CEDEAO. Aujourd'hui, ce communiqué vient reconforter les peuples sur le fait que l'Alliance va au-delà des questions militaires et de défense
mais l'Alliance est aussi là pour pouvoir réaliser cette volonté tant attendue et tant souhaitée, notamment l'utilisation, l'exploitation et de façon rationnelle de toutes les sources dont dispose cette région, des sources minières, pétrolières, gazifières et hydrauliques, pour enfin réaliser la prospérité dans cette zone. Merci Abou Habib. Les 4 derniers points, justement, je suis pas allé au bout, en revenant bien sûr sur certaines recommandations de cette réunion ministérielle ayant réuni entre autres les ministres de l'économie des 3 États. On parle du Niger, du Burkina Faso, encore du Mali. Les 4 derniers points, vous les avez relevés, Habib. On parle de la mise en place d'un comité d'experts pour approfondir les réflexions sur les questions de l'union économique et monétaire, la promotion de la diversification des partenariats, la création d'un fonds de stabilisation et d'une banque d'investissement de l'AES. Oui, certes, c'est aussi fort. La mise en place d'un comité technique de suivi de la mise en œuvre des recommandations de la réunion ministérielle. Sylvain de Bogou, c'est vrai qu'au tout début, au soir du 16 septembre dernier, tous, on s'est focalisé sur le fameux article 6, comme le relevait d'ailleurs Habib il y a quelques instants seulement, autour notamment de la mutualisation des efforts pour répondre favorablement aux défis sécuritaires qui touchent particulièrement cette zone dite des 3 frontières. Mais là, quand on voit l'implication des 3 États de l'AES aujourd'hui dans leur volonté justement de prendre en considération tous les aspects économiques évoqués, ou du moins de relever tous les défis économiques qui se présentent, on est quand même en droit de se dire, waouh, ils ont une vision à Sylvain de Bogou. Ils veulent faire justement de cette zone-là, comme le disait le général Abdourahmane Tiani, une zone de prospérité. Oui, cette zone, comme l'a dit, je crois, Patient Dom, tout à l'heure, le frère Patient Dom, lorsqu'on sortait, quelqu'un venait de cette zone, il était carrément vu comme un pauvre qui venait chez les autres pour chercher à manger. Mais si ces 3 présidents aujourd'hui veulent aller au-delà de la sécurité, c'est dire qu'on ne peut pas seulement vivre dans une sécurité sans nourriture, sans éducation, sans développement, sans développer les autres, je dirais, domaines de l'homme, dont l'homme a besoin pour vraiment vivre de façon décente. Je pense que en faisant cela, c'est un exemple pour toute l'Afrique. Pour toute l'Afrique, pour dire, nous pouvons le faire, nous avons les moyens, il faut simplement une décision ou bien un courage politique pour aller faire ce que nous devons faire pour notre propre vie, pour l'avenir de nos enfants, l'avenir des générations, des futures générations. C'est très important. Ils ne pouvaient pas, en tout cas ces présidents, ne pouvaient pas seulement s'arrêter au niveau de la sécurité, parce qu'ici, s'arrêtait là. Mais qui allait maintenant mettre le prochain pas pour développer ces nations? Allons-nous toujours écouter l'extérieur pour venir exploiter? En ce moment, on n'aura pas fait du travail, on n'aura rien fait en tout cas. On sera simplement vu comme des amuseurs qui ont fait du bruit et qui se sont arrêtés à mi-chemin. Mais il faut aller au bout. Il faut aller au bout en développant tout ce qui est là. Et comme les richesses sont là, ça va servir. Il faut que les richesses servent à toute l'Afrique et à cette zone-là de façon première pour que les Africains, eux-mêmes des autres côtés, des autres nations, de l'ouest au nord, au sud, partout, au centre, prennent aussi conscience, comme le général Tani l'a dit, et ils ont pris conscience. Mais c'est un appel, il faut que les autres aussi prennent conscience dans tout ce qu'ils sont en train de faire dans leur territoire. Aujourd'hui, nous avons parlé, par exemple, du retrait de cette force nuisible qu'on appelle force onusienne du Congo. Ça, pour nous, c'est aussi cela. C'est cela. Donc, il faut que les États africains, déjà, ouvrent les yeux et les oreilles pour aller apprendre à l'école de ces 3 États, l'Alliance des États du Sahel. Parce que c'est un exemple qui va marquer le pas et l'histoire même de la liberté véritable de notre Afrique. Cette Afrique qui souffre et qui continue de souffrir. Cette Afrique qui, dans d'autres zones, est toujours saignée à blanc. Et c'est ce que ces 3 présidents ont décidé d'arrêter. Ils ne veulent plus
être, en tout cas, sous le joug de l'Europe et surtout sous le joug de la France qui dicte toutes les lois, qui nous dit ce que nous devons manger, qui nous envoie des aliments avariés en changeant simplement ce qu'on met dedans, les dates. Et je pense que cette zone-là peut libérer toute l'Afrique parce qu'ils sont en train de travailler et ils sont en train de montrer également ce que nous ne devons pas oublier. Ils sont en train de montrer que pour faire de la politique, on n'avait pas besoin d'aller à Sciences Po en France, ou bien à la Sorbonne, ou bien encore à Cambridge, ou bien à Oxford. On n'avait pas besoin de cela. Il faut avoir la réalité avec soi-même. Il faut connaître le terrain. Et je pense que ces 3 présidents de cette zone-là sont en train de tourner l'histoire en faveur de toute l'Afrique et ils peuvent vous donner la dignité de l'Afrique qui nous a été volée depuis des siècles. Voilà, merci à vous Sylvain de Bogou. Qui a dit finalement, Dr Sango, que les militaires ne pouvaient pas présider à la destinée de leur peuple? Là, nous avons trois militaires qui sont en train de mener des réflexions fortes autour justement des mécanismes qui leur permettraient peut-être à long terme de sortir du franc CFA. On nous parle de la mise en place d'un comité d'experts pour approfondir les réflexions sur les questions de l'union économique et monétaire, parlant justement des États membres de l'AES. Oui, M. Nguéné, vous devez savoir que l'un comment je vais dire ça, l'une des faussetés que les Occidentaux ont inculquées aux Africains à travers leur façon d'enseigner la science politique, c'était de dire que le militaire ne peut que rester dans les casernes. C'était de construire, n'est-ce pas ici, une frontière entre le militaire et le civil, ou du moins entre le militaire et le politique. Et cette façon d'enseigner la science politique est partie, n'est-ce pas ici, s'est manifestée pendant longtemps dans les amphithéâtres, au point où on pense que lorsqu'un militaire prend le pouvoir, c'est l'échec d'emblée, d'avance. Or, aujourd'hui, nous sommes en train de voir que, en réalité, le militaire peut aussi avoir une vision. Le militaire peut aussi avoir une capacité de gouvernementalité qu'un civil ne peut pas détenir à un certain moment donné. Que ce soit le civil, que ce soit le militaire, ce qui est demandé en termes de gouvernementalité, c'est d'avoir une vision. Parce qu'au même titre que nous avons vu des militaires échouer, nous avons également vu certains civils échouer, qui, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, ils laissent l'impression qu'ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir à travers ces 3 présidents-là que ces derniers n'ont pas pris le pouvoir pour le pouvoir. Ces derniers n'ont pas pris le pouvoir pour s'en accaparer, pour servir leur intérêt. Aujourd'hui, à travers l'agenda que ces 3 présidents sont en train de déblayer sur le terrain, on a l'impression que ils ont une destination où ils veulent amener leurs États. Et c'est ça la gouvernance. On ne tergiverse pas. Il y a une trajectoire, il y a un programme, une idéologie bien précise qu'on trace et qu'on se donne les actions pour l'atteindre. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, ces 3 présidents sont en train de montrer que, en réalité, ce que l'Afrique doit faire pour se développer ou pour sortir de la domination occidentale. Ce qui est important, Guéné, c'est que lorsque vous lisez ces résolutions que cette visite... les résolutions de la réunion ministérielle entre, bien sûr, les États membres de l'AES. Vous vous rendez bel et bien compte que ce sont des résolutions qui touchent tous les domaines avec lesquels les pays occidentaux ont tenu et manipulé les pays africains. Dans cette résolution, on parle de la coordination monétaire. On parle de la coordination énergétique. On parle de la coordination culturelle. Donc, à mon avis, moi je pense que ces 3 présidents sont en train de poser les bases de déconstruction des systèmes qui ont été imposés aux Africains par les Occidentaux et qui ne permettaient pas aux Occidentaux de se développer et de rester authentiques et original sur eux-mêmes,
pour cette fois-ci poser des actions qui pourront peut-être, n'est-ce pas, couper ces liens de domination et de colonialité occidentale à l'effet de libérer le continent africain. Donc, l'aspect énergétique occupe une place importante. Vous savez ce que le président Traoré a demandé à Saint-Pétersbourg. Oui. Il a demandé, n'est-ce pas, une industrie nucléaire en Afrique. Parce qu'il a compris que l'Afrique ne peut plus continuer à sous-traiter son développement et sa sécurité. Parce qu'il a compris que c'était un paradoxe que l'Afrique qui regorge les matières premières avec lesquelles on fabrique ces armes-là, que les Occidentaux nous donnent pour nous protéger aujourd'hui, soit en Afrique et que l'Afrique n'arrive pas à en détenir une. Donc, ces trois présidents sont dans une dynamique de volonté de puissance qui a longtemps manqué à l'Afrique. Parce que je reviens toujours là-dessus. Oui. Lorsque vous voyez comment les Africains se sont comportés jusqu'ici dans les relations internationales, dans les rencontres interétatiques avec les États occidentaux, on a souvent la nette impression que les Africains ne savaient pas ce qu'il fallait demander. Ou du moins, n'avaient pas du courage pour demander ce qu'il fallait demander. Oui. Donc aujourd'hui, ces trois présidents sont en train de comprendre que si nous sommes souverains, si les États africains sont souverains au même titre que les États occidentaux, alors il n'existe pas un domaine sur lequel les États africains ne peuvent pas intervenir. Donc il est important aujourd'hui de mettre un terme à ces traités internationaux qui consiste à dire que tous les pays au monde n'ont pas le droit de détenir l'arme nucléaire. Le traité de non-prolifération de l'arme nucléaire, par exemple, ce sont c'est-à-dire des manipulations des pays occidentaux qui consistent tout simplement à imposer leur point de vue. Donc moi je pense que ces trois présidents-là sont dans une dynamique de volonté de puissance et c'est cette volonté de puissance qui va permettre donc aux pays africains de se faire respecter sur le plan international. Et comme j'ai souvent l'habitude de vous dire, la volonté de puissance, c'est un tout que lorsque vous mettez ensemble, ça vous permet d'obtenir la souveraineté sur le plan international. Oui. On parle de l'indice économique, on parle de l'indice culturel, on parle de l'indice militaire, mais aussi et surtout de l'indice énergétique et industriel. Lorsque vous avez ces 5 indices de la puissance, lorsque ces 5 indices sont réunis à l'intérieur d'un État ou dans un État, cet État-là développe une façon de procéder dans les relations internationales qui fait en sorte que les autres ont peur de lui. Oui. Je prends souvent l'exemple de la Corée du Nord. La Corée du Nord ne représente rien sur le plan économique. Lorsque vous prenez le produit intérieur brut de la Corée du Nord, ça ne représente rien comparé par exemple à l'Afrique du Sud, comparé par exemple à l'Algérie. Mais la Corée du Nord a compris que pour se faire respecter sur le plan international, il était important d'implémenter un des indices de la puissance qui n'est rien d'autre que l'indice militaire. Toute l'économie de la Corée du Nord est concentrée sur l'industrie nucléaire et militaire. Et vous voyez donc que sur le plan international, sur le plan des rapports de force sur le plan international, la Corée du Nord fait peur aux États-Unis. Les États-Unis ne parlent pas n'importe comment à la Corée du Nord, justement parce que la Corée du Nord a l'arme nucléaire, a une capacité de frappe importante, nécessaire aujourd'hui, qui fait trembler les États-Unis. Donc c'est la même chose que les pays africains feraient. Et je pense que ces trois présidents de l'AES sont dans cette dynamique-là, une dynamique qui vise à développer une capacité de puissance capable de dissuader l'adversaire. Parce qu'à terme, c'est de ça qu'il est question. Ne pensez pas que vous allez mettre un terme à l'ambition de domination des pays occidentaux à travers les paroles. Tout simplement, à travers les discours. Non! C'est la capacité à implémenter les rapports de force sur le terrain qui va faire comprendre à ces pays occidentaux qu'ici, ils n'ont plus le choix que de partir. Voilà. Donc, l'AES est un exemple
que tous les pays devraient suivre. Et l'Afrique aujourd'hui, comme l'a dit Tiani, est dans une sorte de terre promise. C'est-à-dire, l'Afrique a tous les éléments nécessaires aujourd'hui pour développer tous ces domaines de l'indice de puissance. Tous ces domaines-là qui concourent à acquérir la puissance. Que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan culturel, nous avons tout pour devenir une puissance sur le plan international et que les autres États doivent, n'est-ce pas, ici, suivre ces 3 présidents qui, du point de vue de la gouvernementalité, pour sortir, sont en train d'enseigner aux civils. Oui. Et c'est une leçon donnée aux pays occidentaux qui sont en train de prêcher tous les jours qu'il faut le retour à l'ordre constitutionnel. C'était comme si le civil avait, n'est-ce pas, ici, était la panacée de la bonne gouvernance. Donc, on ne saurait parler de bonne gouvernance si déjà d'emblée, on n'a pas une vision préalable. Et à mon avis, je pense que ces 3 présidents ont des visions, j'ai envie de dire, une vision qui leur est commune et laquelle vision permettra, n'est-ce pas, ici, peut permettre, n'est-ce pas, ici, à cette sous-région de se libérer de la domination occidentale, mais aussi et surtout de mettre l'Afrique tout entière dans la dynamique de son unité. Merci à vous, docteur Sangou. Quand on prend, patient parfait, donc pour sortir de cette thématique, quand on prend les principales recommandations justement à l'issue de cette rencontre ministérielle, on se dit quand même, oui, on ne se contente pas, les dirigeants ne se contentent pas seulement de nous dire qu'on veut faire de cette zone des 3 frontières une terre promise ou du moins une terre de prospérité, mais on passe aux actes. Transformation industrielle, financement, intégration économique, échanges commerciaux, libre circulation des biens et personnes, sécurité alimentaire, sécurité énergétique, diversification des partenariats. Là, on passe aux actes. Patient parfait. Oui. Donc, on avance. On ne fait pas pas un statu quo. Nous sommes en train d'avancer. Mais j'espère qu'ils ne vont pas oublier de prendre en compte aussi un déterminant très important. Lequel? Il faut refonder l'école en Afrique. C'est-à-dire la réforme du système éducatif. Totalement. Il faut totalement refonder l'école en Afrique pour que cette école ne soit pas là pour produire des sachants qui ont les mêmes canons que l'Occident nous a imposés, mais qu'on soit capable de produire des sachants qui sont capables de transformer notre environnement immédiat, notre propre environnement, pour permettre à nos enfants de vivre mieux. Et vous allez voir que tout sera chamboulé dans la refondation de cette école. La perception du monde sera chamboulée. Les questions d'ordre économique, on ne va plus suivre les mêmes canaux que notre classe à 1% de commerce mondial. Les questions d'habitat seront complètement révolutionnées. Les questions de commerce, tout ça sera révolutionné. On n'aura pas la même vision que les autres. Là, c'était la Corée du Nord. Vous dites que la Corée du Nord est pauvre, oui, mais d'accord. Mais sauf que moi, je vois quelques villes de la Corée du Nord. Je suis émerveillé. Quand vous regardez Pyongyang, vous regardez cette ville-là. La capitale. C'est cette ville qu'on nous raconte qu'elle n'est pas développée. Et quand un pays est capable, là, il vient de lancer un satellite d'espion. Et vous dites que ces gens-là, ce sont des niais. Donc, il faut qu'on fasse attention avec ce que la culture occidentale, l'information et les médias occidentaux nous pondent à longueur de journée comme information. Cette information n'est pas vraie. L'Afrique peut construire sa propre information. Même les manières de faire notre architecture pour nous loger, on peut faire autrement. La voirie urbaine, on peut la concevoir autrement que selon leur propre chemin. Je m'arrête là parce que je pense que c'est un vaste chantier. Il faut refonder l'école pour que ça soit capable de produire des Africains qui vont transformer l'environnement qui est le leur et qui va permettre aux Africains de vivre mieux dans cet environnement, premièrement. La question de militaire, elle a été abordée, on ne va pas revenir là-dessus. La question de la monnaie, il faut rapidement régler ça. Il faut régler cette affaire-là. Et il y a une autre question qui semble aérienne, qui est la question d'ordre idéologique. J'insiste là-dessus. Nous allons aller vers la construction de cette Afrique avec quelle idéologie?
Est-ce que nous allons faire le copier-coller avec l'idéologie occidentale qui a fait de ce capitalisme néolibéral violent, barbare, de gangsters, de brigands? C'est comme ça? Non. Si nous voulons être solidaires, nous devons créer une idéologie qui soit propre à l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est la solidarité, c'est la fraternité, c'est l'entraide. Donc, qui est à l'opposé de cette idéologie qui nous a dominés depuis des siècles. Attention, nous ne pouvons pas penser la reconstruction de l'Afrique en épousant, en adoptant, en maintenant la même idéologie qui nous a dominés pendant des siècles. Ce n'est pas possible. Et on le voit très bien aujourd'hui. Quand on regarde la Chine, on dit un pays de système. Oui. Mais quand vous étudiez la Chine, vous êtes à Bazouli. J'ai encore un ami, ingénieur en Allemagne, qui vient de faire une tournée du côté de la Chine dans le cadre de son entreprise, qui me dit, mais parfait, même si en Allemagne, nous sommes à arriéré par rapport à ce que font les Chinois aujourd'hui. Mais ils sont exactement comme vous et moi. La seule différence, notre idéologie, et notre philosophie de la vie, notre spiritualité, et notre conception de la vie qui font à ce que, bon, tout à l'heure, on parlait des militaires qui arrivent aux affaires. Je vous ai dit encore hier, je le répète ici, que au moins ils ont prêté seulement devant le drapeau. Mais nos intellectuels qui sortent de la Sorbonne, de Harvard, de Stanford, de MIT, ils sont venus pour s'enrichir, pour être des petits blancs chez eux. C'est-à-dire qu'ils sont des blancs chez eux. Le blanc est parti, mais eux, ils ont pris la peau du blanc pour gouverner ici chez eux. C'est pour ça que ça ne marche pas. Ils veulent être des milliardaires pour aller s'amuser à Mayfair et, je ne sais pas, à Beverly Hills. Ils ne comprennent pas qu'ils sont là comme des soldats qui ont pour fonction de transformer leur environnement, leur espace, pour que leurs frères, leurs enfants, leurs arrière-petits-enfants puissent citer un exemple de ceux qui ont aidé l'Afrique à se sortir de ces chaînes-là. C'est là le net problème. Il est d'ordre idéologique, il est d'ordre de la conception du monde, il est de l'ordre de la vision du monde, et là, il faut le repenser. Puissamment, il faut le penser puissamment. Et je crois que c'est là où nous continuons de fauter. Maintenant, du point de vue des relations, la diversification des partenaires, quelqu'un l'a dit. Oui, nous avons la Russie parce que c'est l'angle militaire qui a été vu en premier et il est très important. Mais il y a d'autres angles. Si vous voulez, par exemple, je parlais de la refondation de l'école. Il y a Cuba qui est là, qui forme des médecins, et tout le monde voit la puissance de Cuba. Il y a, même dans la finance islamique, il y a des choses à prendre là-dedans qui sont très bien. Ils n'ont pas les mêmes taux d'intérêt comme chez vous. Vous vous comportez comme des éternels usuriers. Quand vous avez un compte en banque, allez voir comment votre argent est géré dans ce compte en banque là. Nous sommes dans des économies qui ont des banques. Je peux prendre le cas de Cameroun. On nous dit nos banques sont surliquides, nos banques commerciales. Mais elles ne financent pas le développement. Elles ne financent même pas les petites et moyennes entreprises. Quelle est cette économie-là? C'est une économie vraiment de caniveau, qui ne sert absolument à rien, qui n'a pas pour vocation à développer l'Afrique et d'autres continents. Sur le plan agricole, il faut qu'on pense l'Afrique. Nous avons un challenge, nous avons un défi. Comment faire pour repousser le désert? Nous avons la capacité de le faire, puisqu'il y a même des pratiques ancestrales, dont il y a un Burkinabé, dont j'oublie le nom, j'espère qu'il est encore vivant, mais qui avait ressuscité ces techniques-là, qui repousse le désert par une technique qui permet d'abord de récolter tout ce que la buée matinale, la rosée matinale nous donne, mais qui nous permet de planter des arbres qui sont la première barrière qui repousse ce désert. Au Cameroun, on avait l'opération Sahel vert. Je crois qu'elle a été mise sous cloche, mais on peut repenser et recommencer avec ça. Bon, et c'est là, les bassins agricoles. Tout à l'heure, j'ai entendu parler du bassin du lac Tchad. Autour du lac Tchad. Mais le lac Tchad est en train de mourir. Tout simplement parce que les gens ne peuvent pas prendre des décisions pour faire vivre le lac Tchad, qui serait l'un des bassins agricoles les plus importants d'Afrique. Or, mais peut-être l'AES le fera de toutes les façons quand on regarde les recommandations qui sont prises aujourd'hui. Oui, quand on parle de ces bassins de lac Tchad, vous voyez que même les pays qui ne font pas partie de l'AES sont concernés. Voilà. Le Nigeria, le Tchad et le Cameroun. Donc, je dis qu'il faudra que sur certains aspects, là où je voulais en venir, que la vision ne soit pas limitée à l'AES, mais qu'elle soit plus générale, voilà, ou du moins plus globale. Parce que il y a des interactions du point de vue des intérêts. Bon, donc, je crois que sincèrement, honnêtement, que je suis content parce que là, j'ai l'impression que ça bouge. Il y a des lignes qui bougent. Il y a des lignes qui sont en train de bouger. Il y a une certaine responsabilité qui commence à prendre corps. Maintenant, il faut qu'on avance très vite. Mais, pour qu'on gagne
cette bataille, oui, il faut qu'on se coupe de ce que l'Occident nous a imposé. C'est pourquoi vous parlez d'une idéologie qui nous sera propre. Il faut absolument. Vous ne pouvez pas gagner cette bataille en utilisant les mêmes schémas, en utilisant la même idéologie, les mêmes méthodes, la même manière de faire que celle que l'Occident nous a imposée. On ne va nulle part parce que ils ont, dans leur perception du monde, ils sont le centre et nous sommes la périphérie. Or, ce que nous voulons faire là, c'est de créer une rupture radicale où nous ne serons plus la périphérie et où le centre sera nous maintenant. Monsieur, c'est la guerre que vous avez déclenchée. C'est pour ça qu'il y a la guerre. C'est la guerre que vous avez déclenchée en opérant une césure pour casser complètement, n'est-ce pas, cette architecture qui font de vous l'éternelle périphérie du monde et le centre. C'est ça l'enjeu central. Mais pour le faire, il faut donc tout chambouler. Tout ce qui était convenu comme ça pose un principe bien commun, il faut remettre tout ça à plat parce que c'est seulement comme ça que le monde multipolaire que nous appelons va faire de tout le monde des centres et de tout le monde la périphérie. Il ne faut plus que de manière figée, on a un noyau qui se dit c'est moi le centre et vous êtes la périphérie, la preuve. Donnez-moi votre cacao, c'est moi qui transforme et je vous revends le chocolat au prix que je veux. Donnez-moi votre fer et je fais des voitures et je vous revends les voitures au prix que je veux. Donnez-moi votre uranium, je fais des centrales nucléaires, des centrales même civiles pour donner de l'électricité à mon noyau de centre. Vous n'avez pas besoin, vous pouvez demeurer toute votre vie dans les ténèbres. De toute façon, ça vous va comme votre peau, etc., etc. Il faut casser cette affaire-là. Et vous voyez donc que le challenge il est énorme. Il est tellement énorme qu'au-delà de ces trois pays, il faut que des sachants, nous en avons à travers le monde, des Africains à travers le monde, venez au secours de cette plante, de ce noyau, de cette graine qu'on a posée sur la terre de l'Iptako Gourma, pour venir avec votre expertise, avec votre soutien, dire aux gens, voilà les propositions que nous faisons dans tel domaine, pour que justement votre ambition, votre rêve prenne corps effectivement et qu'il soit comme un exemple pour l'ensemble des autres pays africains qui continuent encore d'hésiter. Et l'un des pays pour moi qui continue encore d'hésiter, qui je trouve complètement à la remorque de cette vision, de cette pensée, c'est par exemple le Nigeria, mais qui pourtant aujourd'hui est considéré comme la première économie africaine, mais avec des éléments de puissance qui sont complètement hors jeu, qui ne font créer et reproduire que ce système d'assujettissement où il y a des happy few qui ont des richesses énormes et le gros de la population, de la frange majoritaire du peuple qui est complètement laissé au bord de la route. Ça, nous ne pouvons pas reproduire ça avec cette nouvelle Afrique que nous voulons construire. Merci à vous, patient parfait d'homme. Je pense que tout est dit autour justement de cette vision, mais surtout de cette dynamique qui est impulsée justement par ces trois États au sein de cette alliance, celle des pays membres de l'alliance des États du Sahel, mais surtout des États signataires le 16 septembre dernier de la charte du Liptako Gourma. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.